salut à tous et bienvenue donc dans Bits épisode numéro 81. J'ai avec moi Pierre cette semaine puisque Christophe n'est pas là. Bonjour. Et du coup, salut Vishnandara aussi. T'as retrouvé l'audition, Kevin de Sousa, c'est normal, ne t'inquiète pas. On est encore en test de toute façon avec la nouvelle régie et les nouveaux trucs et tout ça. Hein. On a donc 2 caméras ce soir aussi comme d'hab, mais on n'est pas à l'abri des fails comme d'hab. Il n'y a pas de fail avant le générique? Si. Ah, il y a eu le générique. C'est comme ça. C'est fait, c'est comme ça. Ah, un bit mimé, ça aurait été compliqué. Tout à fait, tofu sauvage. Non, mais je disais pendant la boucle, si on n'est pas 50, voilà. Bonsoir Talent, salut Pedrolitos. Salut. Bon, donc du coup, on a pas mal de sujets cette semaine. On en a 11 au total. Plus une partie 2 où on va parler de l'IoT et du hacking, de la sécurité et tout ça. Et puis voilà. Donc vous êtes nombreux ce soir et ça fait plaisir. Alors, bon, on va commencer direct. J'étais en train de me poser la question sur est-ce qu'on allait enchaîner sur un truc, machin, mais pas du tout. On est pressé ce soir, on y va. Première news, c'est Bouygues Telecom qui veut SFR, épisode 400. Non, j'exagère. On avait parlé déjà à l'époque lors du rachat. Bouygues en fait voulait se vendre ses fesses à Orange. Ouais. Finalement, ils l'ont pas fait. Et ils disent si on veut survivre sur ce marché des télécoms qui est très concurrentiel, on n'a pas trop le choix. Il va falloir qu'on devienne un gros opérateur. Et pour devenir un gros opérateur, il y a plusieurs solutions. Soit on croît en nombre d'abonnés, soit on fait la chose suivante, c'est on rachète un autre opérateur pour gagner des parts de marché. Donc l'objectif de Bouygues, c'est de racheter SFR. Comme ça, ils arriveraient en gros entre 30 et 39% de parts de marché. Ils deviendraient le 2e opérateur en France, derrière Orange. Et ça, c'est cool. Alors, tout le monde vient pour Bits, mais pas pour Far Cry 5, nous dit Valguard. Mais non. Concurrentiel, vraiment. Ouais, Shaft. On peut pas dire qu'il n'y ait pas eu... Il y a tout le temps des offres chaque année de ouf. Genre des forfaits à 2 € pendant un an, sans engagement, avec 40 gigas de data ou ce genre de trucs. C'est des choses que tu n'avais pas avant, quoi. Donc, on peut pas dire que ce soit pas concurrentiel. Donc, Free les a bien en papaouté. Plongé. Sachant qu'en plus maintenant on parle d'opérateur, mais quand on parle d'opérateur on parle mobile et fixe. Et et Free forcément a des grosses parts de marché. SFR a été racheté par Numéricable, non, tout à fait. Mais du coup le groupe Altis se séparerait peut-être de SFR au profit de Bouygues Telecom. Ils ont en fait, c'est une rumeur encore, mais en gros, Bouygues a déjà dit qu'ils étaient actuellement en discussion avec un autre opérateur pour les racheter. Honnêtement, ça sera pas Free, ça sera pas Orange. Il reste que SFR. Hein. Donc voilà, c'est vite vu. Et l'idée, c'est qu'en fait, ils veulent s'associer avec un capital investissement, un capital risque classique. Là, on parle l'exemple, c'est CVC Capital Partners, qui en gros s'allierait à Bouygues pour faire une proposition commune de rachat, un peu comme le groupe Altis, hein, qui doit de l'argent et tout ça. C'est du classique mais en milliards d'euros, quoi. Exactement. Et Bouygues ne veut pas racheter Numéricable. Non. Juste la branche SFR. Exactement. Oui. Exactement. Donc, voilà. C'est la rumeur épisode numéro 250 000 dans la guerre des télécoms. Voilà. On en est là. Le forfait à 2 € par an est prolongé à 4,99 par mois sans engagement. J'ai reçu un mail aujourd'hui de la part de BNU. Bah, tu vois, voilà. On peut pas dire que ce soit pas concurrentiel le marché, qu'il n'y ait pas des opérateurs, s'il n'y a pas une bataille de prix en tout cas et de data. Ah, c'est clair. Rien que Free qui est arrivé, d'abord avec déjà son le tout premier, mais même pas, le premier forfait Free mobile, 20 € illimité, laisse tomber. Ils ont déjà... Et puis même les forfaits gratuits, gratuits pour les possesseurs de Freebox. Pour les gens qui sont déjà abonnés, c'est gratuit, ça c'est top. Ça c'est top. Hyper concurrentiel. Grave. Dans la série Je te rachète moi non plus, on va parler de Nokia qui compte racheter, de Google qui veut racheter Nokia Health, donc c'est ex-Withings, si vous vous souvenez un petit peu de l'histoire. Withings, c'est ceux qui fabriquent ces objets-là, donc le Withings Aura, du coup Nokia Aura, hein. Tous les trackers d'activité, les thermomètres aussi, les caméras, les balances connectées et tout ça. Et... voilà, la rumeur c'est ça, c'est les Échos en fait qui rapportent que Nokia aurait été approché par 4 candidats pour le rachat de sa division Health. Ils viennent de les racheter, ils vont déjà les revendre. Ils ont fait de la merde, ils ont bien pourri et maintenant ils veulent le revendre. Parmi les 4 candidats, il y a 2 Français,
un nom européen et un des GAFAM, je déteste ce terme-là, mais bref, Google. Donc c'est ni Apple, ni Microsoft, ni Amazon, ni Facebook. Donc voilà. Pas d'argent, pas d'investissement sur le réseau et donc problème avec certains services d'Ivalguard. Oui, c'est vrai. Ça c'est pour les offres pas chères. Moi je me rappelle des SMS à 3 € les 100 SMS. C'est clair, hein? Ouais, il y avait même plus cher à une époque. Ah mais c'est évident. Et donc là, voilà, Google veut se payer Nokia Health. Je comprends pas en fait. Honnêtement, je comprends pas ce que ça... Bah, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi ils veulent faire ça, parce que c'est un truc assez moribond. D'un autre côté, ils ont leur division de Android Wear et tout ça qui marche pas bien. Ouais, mais du coup, ils veulent peut-être jouer un coup, récupérer la notoriété de donc ex-Withings, qui avait quand même beaucoup été apprécié, notamment pour les montres connectées de nageurs, des choses comme ça. Ouais. Ils étaient sur des segments qui n'existaient pas du tout, en fait. Ils ont ouvert des segments. Et ils ont, de ce que j'avais lu à l'époque, très bien ouvert ces segments, avec des produits vraiment très bons. Moi, j'en ai une balance Withings à la maison, ouais. D'ailleurs. Donc, et elle marche plutôt bien, donc j'en suis plutôt content. J'ai même eu une caméra Withings, la Withings Home. Ah ouais. Ouais, que j'avais reçue en test en fait. Hein. Je ne l'ai pas vraiment utilisée longtemps, mais je l'ai testée et c'est vrai qu'elle marchait plutôt bien. Donc, bon, les produits en eux sont pas déconnants. Le logiciel était bien, mais je trouve qu'avec le rachat par Nokia, ça s'est vraiment dégradé. Surtout la partie santé, justement. Je trouvais que c'était pas... Je sais qu'il y en a certains qui l'utilisent dans la chatroom. Et honnêtement, pendant longtemps même, on avait des problèmes pour récupérer les infos. Il y avait des bugs dans tous les sens. Sincèrement, c'était pas bon. Bah, du coup, peut-être que Google veut pleinement intégrer ce type de matos IoT. Ouais, à Google Fit, leur écosystème. Bah, tout l'écosystème Android, quoi. Global. Alors, ça débat beaucoup dans la chatroom sur le prix des forfaits. Je trouve que le forfait à 20 € de free est très bien en termes de rapport service-prix. Par contre, niveau qualité de service, il y a encore des progrès, alors pas des projets, mais des progrès à faire de ce côté en gardant à l'esprit que, oui, tout à fait, tu l'as corrigé, en gardant à l'esprit que leur réseau est toujours en cours de déploiement. Ouais, mais je trouve que ça fait un peu long, quoi. Moi, je suis d'accord, hein, en termes de quantité de data et tout ça, c'est bien, mais je trouve que c'est le déploiement du réseau est quand même long. Là, on est en 2018, bon. Ouais, mais après, moi, je trouve qu'ils ont fait surtout une chose qui a été géniale à Free, c'est le fait d'arriver sur le marché, de casser complètement le segment qui était très bien installé avec tu vas payer 50 balles ton forfait tous les mois, on va bien te restreindre et on va te verrouiller avec un téléphone qui, si tu veux changer, il va falloir que tu restes chez nous, que tu te réengages 24 mois, etc. Ouais. Tout ça, c'était comment payer un téléphone à 600 balles, 1800 balles. Au final, et je trouve que Free là-dessus a bien dépoussiéré le segment. C'est vrai. En fait, ils ont séparé le matériel du service et ça, c'est pas plus mal. C'est ça. Et je pense que Free a amené l'explosion du nombre de MVNO. Ouais, aujourd'hui, personne n'est prêt à payer plus de 20 € pour de l'illimité, c'est pas vrai. Complètement. Ouais. Enfin, si, il y a encore certains segments, genre les professionnels. Mais oui. Oui, non, mais les professionnels où tu as besoin, quand tu te déplaces beaucoup dans les pays d'Europe, où tu as besoin de la data c'est vrai. Européenne ou même outre-Atlantique, etc., tu as forcément besoin d'un gros forfait. Mais oui, pour le commun des mortels, un Soch, un BNU. Comme dit Kevin de Souza, par contre, Free en Europe, c'est que 3 gigas et en 3G. Ah ouais, ça pique. Là, ça fait mal. Là, ça pique. Je suis d'accord, c'est pas ouf. Mais bon, si tu mets ça en perspective avec avant où en Europe c'était rien. C'est vrai que c'était 0. Ou alors c'était. Direct hors forfait hors de prix, quoi. Voilà, c'était 3000 balles les 200 mégas, quoi. Ouais, c'est clair. Tiens, on va passer au sujet suivant. Je sais pas si tu as vu passer cette news. Alors, c'est valable aux États-Unis, mais j'ai mis à gauche après Domac. L'utilisation des fast-food pour aider à la navigation dans Google Maps. Quand vous utilisez le guidage vocal. Au lieu de te dire, je sais pas moi, à la prochaine, tournez à droite, il te dit après le McDo, tournez à droite. Ou avant le McDo, tournez à droite. Bah en fait, utiliser des repères visuels. Ouais, c'est ça. Alors j'ai mis McDo parce qu'ils vont commencer avec les fast-food aux États-Unis parce qu'il y en a un toutes les rues. Oui. Donc genre, l'exemple c'était White Castle, dont on a parlé d'ailleurs dans What the Fox. Mais il y a aussi les McDo qui vont être dedans et tout ça. C'est pas de la pub. C'est-à-dire qu'il faut savoir que McDo et tout ça n'ont pas du tout financé le truc. C'est Google qui a dit on va prendre ça. Mais par contre, c'est une manne publicitaire monstrueuse. Ah bah oui. C'est-à-dire que demain, moi je suis commerçant,
J'ai envie que le GPS il dise tourner après le fleuriste machin à droite, tu vois. C'est clair. Ah, c'est bien top. joué. Ouais, c'est bien joué. Donc, alors, belle façon d'intégrer de la pub. Ben, en fait, là, c'est pas de la pub encore. Ça deviendra peut-être, mais là, ça l'est pas. Oh oui. Mais l'idée est pas déconnante parce que dans les faits, quand tu guides quelqu'un, souvent tu lui dis ben, vous voyez la pharmacie, machin, c'est juste avant. Ou Ouais. moi, quand je te dis de venir ici, c'est en face de la boulangerie, en face de la boulangerie, ou tu vois, Ouais. ce genre de truc. Complètement. Ah ben là, t'aurais ces infos-là, quoi. Ouais. Donc, moi, je trouve que c'est pas mal. Après, la belle blonde à robe rouge tournée à droite. Oui, Minotaur. Je pense pas que ça puisse faire ça encore. Mais remarque, avec Nokia Santé, tout ça. Non, je plaisante. Avec la caméra de recul. Ouais, faut-il encore que le magasin soit encore ouvert? C'est vrai. Oui. Alors, c'est pas faux. C'est con pour les gens qui sont pas à des coins de rue. Oui, c'est vrai. Ou prenez la rue après le fleuriste, tu vois. Oui. Tu sais que c'est la prochaine rue après La être première passé à droite le fleuriste. après le. Voilà, après c'est- la parce boulangerie. qu'à l'angle, il peut très bien y avoir une maison d'habitation. Exactement. Bon, c'est valable pour le moment uniquement aux États-Unis. Mais Certainement ça au centre-ville aussi. Non, c'est un peu partout. Ah ouais. Ouais, c'est tous les États-Unis. Du coup, ça arrivera sans doute chez nous. Je pense qu'il y aura une règle toute bête. Hein, c'est si t'as en ville, machin. Enfin, Ouais. De toute façon, ils ont des milliards et des milliards c'est ça. de gigaoctets de données Ouais. sur. Bon, l'idée est pas con. Ça a du sens. Je trouve que l'idée est pas con. Les coins de rue vont se vendre comme des petits pains, nous dit John Dries. C'est pas faux. Ça veut dire que les gens reconnaissent plus facilement un McDo qu'une intersection. Alors, c'est surtout que quand on te dit prenez, je sais pas moi, dans 200 mètres, tournez à droite, c'est beaucoup moins explicite que après le McDo, tournez à droite. Ouais. Tu vois? Ou alors. T'as un repère visuel parce que 200 mètres, tu regardes pas sur ton compteur 100 mètres, 200 mètres, c'est là. Tu vois? Et souvent, Ouais. ils te disent même pas la deuxième. Enfin, ça dépend. Dans les ronds-points, oui, ils te disent prenez la deuxième sortie, troisième sortie, mais ils te disent jamais prenez la deuxième rue à droite. C'est à 200 mètres, tournez à droite. C'est moins visuel. Et comment ça s'appelle, le McDo est aussi très visuel parce que souvent, ils ont leur grande arche, machin, que tu repères à 10 km. Donc, Et puis en fin de compte, ils jouent sur tous les logos, notre connaissance un peu Ouais. commune de toutes les marques. c'est ça. Ils vont exploiter ça. Mais ce qui est même intéressant, c'est le fait que ils te disent dans 200 mètres tourner à droite, et après sur la rue machin. Sauf que la rue machin, pour l'identifier comme étant la rue machin, il faut que tu scrutes la tout petit panneau qui souvent n'est pas là. C'est ça. Et du coup, je pense que ça a du sens effectivement. Donc voilà, c'est la petite news comme ça de Google qui bosse sur ça. Et bon, l'idée est pas bête, donc on verra bien ce que ça va donner. Ouais. News suivante. Ah, la news pour me faire plaisir. On va parler de Orange Jingo. Est-ce que vous connaissez Orange Jingo? Je suis sûr que Valguard y connaît. Ben, ça fait partie, vous savez, de tous ces services Orange qui sont nuls. Ils ont lancé leur domotique, ils ont arrêté au bout d'un an. Enfin, tu sais, ils ont fait. C'est en plus souvent des produits rebrandés. Par exemple, la domotique, c'était une box domotique Vera qui était rebrandée en marque blanche, enfin blanche du coup orange. Ah, ils aiment bien faire ça. Mais oui, c'était ça. Jingo, c'est pas le même qu'il y a sur Orange Bank, peut-être. C'est le pote du super Wi-Fi, un peu ça. Vous savez, ils ont lancé aussi le Cube. C'est leur vidéo proche, Dolby Surround, HD, machin. C'est que des produits brandés Orange qui finalement voient le jour, peut-être. Font en général un four commercial. Ils avaient lancé Tabi aussi. Vous vous rappelez de Tabi? Ça remonte à longtemps. C'était une petite tablette de maison. Ouais, c'est ça. Qui a évidemment fait un four aussi. Donc je sais pas s'il y a un service Orange qui existe encore aujourd'hui comme ça avec un matériel associé. Bah, c'est dommage parce qu'ils avaient plutôt pas trop mal commencé puisqu'ils ont introduit, si je me souviens bien, le Le smartphone Minitel. en France. Ah pardon, oui. Oui, avec la SPV. Avec le mais SPV, bon. c'était un HTC brandé Ouais, Orange, ouais, mais c'est vrai. quelque part, ça a été quand même l'un des premiers vrais smartphones qu'on ait eu sur la. Alors Jingo, il existe en plusieurs tailles, mais je vous en montre un là, hop. Magnifique. C'est beau, hein. Donc c'est une boule disco, une boule à facettes. Ouais, non, je pense que c'est surtout il y a un petit reflet à cause de l'optique de la caméra, enfin ou de l'appareil photo. Donc la nouvelle, parce que c'est pas nouveau, hein, ça a été annoncé au Mobile World Congress l'année dernière, c'est qu'en fait ça va coûter moins de 300 €. C'est bien, hein. Soit pas beaucoup plus que les 10 balles de la Stéphane Google Home Richard Mini. en fait a dit que voilà, ce sont pas beaucoup plus qu'un Google Home Mini. Non, le son est meilleur. Et il dit Jingo possède une intelligence artificielle plus poussée que ses concurrents. Eh oui. C'est-à-dire que Orange a développé une intelligence artificielle, un assistant, qui est plus développé que Amazon Alexa, que Apple Siri et que Google Assistant.
Vous vous rendez compte ou pas? Cocorico. Moi, je dis Cocorico. On l'a jamais vu fonctionner, mais il est meilleur. Il est sûr de lui, c'est bien. C'est Cédric Villani qui a codé l'IA, je crois. Je sais pas. Sachant que Orange a très peu de données sur vous, donc je sais pas sur quoi ils vont se connecter pour avoir les infos, mais bon, c'est pas grave. Ainsi qu'une reconnaissance de parole et un temps de réaction de meilleure qualité. Ça, c'est exceptionnel. Ouais. Et voilà. Alors, Mais uniquement sur Livebox. peut-être. Je dois rire ou pleurer, dit Shaft52. Un VLC caché dans le décor. Ouais, saurez-vous le trouver? Je vous donne un indice, on le voit beaucoup mieux sur cette caméra. Ah non, on le voit même pas mieux. Bon, tant pis. Non, tu as un technicien qui sort de l'enceinte. C'est ça. Et hop, une Home Mini. Ouais, c'est même pire que ça en fait. Le service Orange qui sert et qui est très bien, c'est le terminal bancaire. Pas de frais à la transaction. Ouais, ok. Mais c'est un peu B2B, non? Oui, c'est B2B. Et... Nous, on n'est pas trop concernés par ça. J'ai connu pas mal de restos qui ont attendu leur frais, enfin leur terminal, leur connexion de terminaux pendant très longtemps. Bah voilà. La boule à facette orange pour passer du Sandstorm, ouais, c'est ça. Mais qui achète ça? Parce qu'il y en a bien un ou deux de vendus. Ah oui, mais tu sais, les papys qui vont dans les agences France Télécom, comme on disait à l'époque. Ah oui. Et qui achètent ça. Tu vois, genre le vendeur arrive à leur caser un truc. En disant, c'est une enceinte connectée de son pire, vous écoutez les MP3 dessus et la musique, hein, c'est très bien. Enfin, 300 balles. Vous pouvez passer les appels et tout ça. Ouais, mais il y a des papys qui lâchent ça, tu vois, en disant. Et regardez ce que j'ai, c'est le high-tech, c'est le truc de demain, un assistant qui parle dans un truc. Et là, t'as le petit-fils qui va arriver et dire, mais tu sais que pour 10 €, t'as un Google Home. Hein. Et qui fait mieux. Enfin, qui fait mieux, on sait pas, puisqu'apparemment, c'est beaucoup plus intelligent et tout ça, hein, ce que dit Stéphane Richard. Nico Popit dit Stéphane Richard, c'est comme le patron de la SNCF, on sait pas pourquoi ils sont encore là. C'est clair. Et avec la qualité pourrie que j'ai en stream, faut vraiment que je m'occupe de prendre prendre mon VPN chez FDN. Ce que j'installe fonctionne bien, Pierre. Oh, mais c'était pas contre toi, Valgarde. Non, j'ai de clairs souvenirs pour montrer aux petits-enfants, tu as vu, j'ai un machin qui fait de la musique avec mon téléphone. C'est exactement ça. Ouais. Sérieusement. Stéphane Richard, il a encore une crédibilité pour quelqu'un ou pas? Pas pour moi, en tout cas. Vendre ça à papy, c'est pas limite de l'abus de faiblesse. Mais de toute façon, les boutiques Orange, c'est de l'abus de faiblesse. Généralisé. Sincèrement, hein, enfin... C'est une catastrophe, quoi. Orange va vendre des abonnements Shadow maintenant. Oui, Shadow s'est associé et l'abonnement, du coup, est à 29 € par mois au lieu de 44 pour, sans engagement, en fait. Ouais. Donc, c'est pas mal, ça, par contre. Mais c'est pas un service Orange. Donc, c'est pour ça que c'est pas mal. Voilà. Au passage, son mandat de PDG a été renouvelé par le CA d'Orange. Oh, putain. Bah, forcément. Stéphane. Ça fait un bail qu'il y est en plus. Ah, mais non, mais il est là depuis que... Depuis que Breton est parti. Ouais, c'est Breton qui est parti, exactement. La box est obligatoire, il me semble. Non, normalement, non. C'est pas Shadow, c'est Orange Dark. C'est ça. 50 Shades of Orange. On va appeler comme ça l'épisode. 50 Shades of Orange. Non, mais sérieusement, moins de 300 € pour un truc en plastoc. Sérieusement, je sais pas. Tu vois, petites lumières, quand le même. HomePod d'Apple te dit, c'est un petit bijou d'ingénierie avec l'espèce de tissu mèche dessus, machin. Et tu payes la finition Apple. Mais ça, sincèrement, quand je vois... Je sais pas comment il finit le produit, parce que je le vois pas, je l'ai pas en main. Ça fait un peu toc quand même. Des espèces de LED qui s'allument en dessous dans un espèce de truc creux. Ça fait cheap. Ça fait ultra cheap. C'est clair. Mais c'est moins de 300 €. C'est pas le HomePod qui brûle les meubles? Ouais, mais lui aussi, je pense. Il fait la même. Remarque s'ils vendent des trucs à 300 balles à des gens et que ça permet d'avoir un forfait pas cher, c'est vrai. Mais sincèrement, alors ils font ça en plus en association avec Deutsche Telekom. Bon. Donc c'est pas 100% français. Donc pas Cocorico. Ouais. Et l'IA qu'ils ont dedans, je suis bien curieux de savoir ce que c'est. C'est un peu comme quand Google Carrefour... Cloud. C'est un peu comme quand Carrefour annonce son partenariat avec Google pour lancer son assistant... comment elle s'appelle? C'est un prénom de fille. Léa ou un truc comme ça, ou Lisa. Je sais pas si Et c'est Léa, je crois. Et en fait, c'est juste un Google Home Mini, mais avec un service. Genre, OK Google, je veux parler à Carrefour. Ouais. Et ça te lance le truc et t'as un espèce de bot conversationnel qui te permet de faire tes courses, quoi. Ah ouais, quand même. Ouais, super. Du coup, il te dit, oubliez pas le lait, oubliez pas les œufs. C'est ça. Et ils te vendent ça comme on a un partenariat et on vend un Google Home machin.
Bon, Fnac et Darty apparemment ont fait la même chose. Donc le groupe Fnac Darty. Et Une espèce. bouton Darty. Une espèce. Dans le même genre, on a le rachat de Direct Energy par Total. Vive la concurrence. C'est vrai. C'est vrai. Bon, allez, on va passer. Alors attention, je vous mets au défi de trouver ce que c'est. Non, je déconne parce que vous avez Internet, vous allez le trouver vite. Le Sony DP-CP1. Qu'est-ce que c'est? C'est le robot. successeur du DPT-CR1, je crois, un truc comme ça. Bon, bref. C'est ça. Magnifique. Ouh, c'est beau ou pas? Un e-paper. Alors, ouais, c'est une tablette e-paper. On en avait parlé dans un Beats précédemment. Sauf que celle-là, c'est la version petite. C'est la version A5 de la tablette. Voilà. Il y avait une version qui existait en 10,3 pouces. Donc là, vous imaginez que c'est en gros la moitié. Ça a 16 Go de stockage pour stocker du PDF. Voilà, c'est bien. Il y a un système de partage des données, mais via une app compagnon sur iOS, Android et Windows. Tu sens déjà le truc pas autonome. C'est clair. Ça fait 5,9 mm d'épaisseur. Voilà, ça pèse la moitié d'un pound. Alors je sais pas combien ça fait un pound, mais par là. C'est toujours 1,6 quelque chose. Ouais, non, ça c'est les miles. Ouais, mais ça marche toujours. 1,609. Et ça tient un mois sans charge. La classe ou pas? Salut Nico. Un crayon, une feuille A4 pour le prix de 399 €. Eh bien non, pour 650 $. Et ben voilà. Alors autant vous dire que ça ne sortira jamais chez nous. C'est un produit qui est réservé pour le marché japonais pour le moment. Alors il faut savoir que la version A5 coûte que 100 $ de moins que la version A4. Faut pas se priver dans ce. Dans ce cas-là, on se prive pas. Je suis d'accord. Là sur la photo, c'était la version version A4. Ouais. C'est la grande version. Bon, le concept est pas con, mais voilà. Sur un A5, tu t'écris quand même pas grand-chose et tu lis pas grand-chose. Non. C'est quand même beaucoup plus petit qu'une tablette 7 pouces quoi. Enfin, non, c'est à peu près ça. Parce que moi je suis à 4. Je suis à 4 moi là. C'est à 4 ça? Ouais. Du coup, ouais, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça, c'est la moitié. Ouais, c'est relativement. Ça ressemble à du 7 pouces. Une paille, c'est trop classe. C'est ça, ouais. Vendre ça avec l'argument écologique. Et oui. Non. Forcément. Et non. Allons piller les terres rares pour économiser du papier. Exactement. Donc, bref. Sony DPT CP1. Le concept, c'est même pas un concept là, c'est un produit commercial. Mais voilà, qui est là où il est et qui mériterait finalement de rester au Japon. C'est un produit de niche. Un produit de niche. Non, Nelliger en veut un. Il a dit c'est trop classe. 2 Jingo pour une feuille A4. C'est vrai. On va compter en Jingo ce soir. Bon, dans la série, tout le monde s'aime, tout le monde il est gentil. Android P. Micro-fuite, on en sait un peu plus sur le notch, donc la fameuse encoche, qui sera gérée par Android P. Donc autant vous dire que vous voyez arriver la foultitude d'appareils avec ce putain de mono-sourcil. Ou son encoche. Alors il gère plein d'encoches différentes, juste dans un coin, juste un tout petit truc au milieu, une grande encoche, bon bref. C'est les manuels chiens des smartphones. C'est ça, regarde, hop, ça c'est plutôt le Adolphe des smartphones. Ah oui. Celui-là, c'est ce que je disais la dernière fois, tu mets un fond d'écran du Fureur. Mon Dieu. En le calant, c'est juste au niveau de la bouche et de la moustache, je pense que tu fais fureur, justement. Non mais là, c'est pire que ça, c'est une simulation d'encoche. Oui, c'est une simulation d'encoche. Non, mais c'est parce qu'en fait, ça a été découvert dans le code d'Android P. C'est pour ça qu'il montre. Et tu le vois d'ailleurs en haut, Simulate Display, Cut Out, et tu vois, il y a Narrow Display, Tall Display, Wide Display, Cut Out, et donc c'est toi qui détermine le truc. C'est pas mal, hein? Je pense que c'est... Enfin, j'espère que c'est pour... améliorer la taille du bord supérieur du smartphone. Oui, sinon, bon là, évidemment, ça n'a aucun sens sur ce téléphone-là. Bien sûr. Mais voilà. C'est une idée comme une autre. J'espère qu'on va pas avoir des constructeurs qui vont nous sortir un smartphone de base normal avec l'encoche en plus dessus, quoi. Ah, ça serait classe. Si on en trouve un, on vous le montre. Mais surtout, ils ont aussi été jusqu'à reprendre les gestes de l'iPhone 10. Tintin, regardez ce petit truc en bas. Donc sur l'iPhone 10, vous avez une grande barre. Ça me rappelle quelque chose. Ouais. Alors je vais vous montrer un petit peu pour comparer avec les autres. Hein. Voilà. Sur Android P, la première preview, donc il y avait encore le tiroir, enfin le fameux tiroir là à droite qui permet d'afficher les applis en multitâche. Là on voit sur le screenshot qu'a dévoilé Google il y a quelques jours, on voit que le bouton retour est toujours là, mais le multitâche n'y est plus. Ouais. Ce qui a de fortes chances pour que justement on appuie sur ce bouton là. On glisse vers le haut de l'écran et ça affiche toutes les cartes, comme sur l'iPhone 10. Voilà. Étrange coïncidence.
Étrange coïncidence, comme tu dis. Donc voilà, je vous remontre un petit peu, ça donne ça. Ça permet de dégager un peu l'écran en bas. Donc, Oui, ça permet surtout d'économiser, encore une fois, ouais. les boutons physiques. Ça permet d'économiser les boutons physiques. Bon, du coup, Android P se rapproche un peu plus d'iOS. Tu me diras, une fois n'est pas coutume. Mais voilà. Alors, le mot des constructeurs, c'est toujours Apple fait n'importe quoi le temps qu'ils ont besoin pour faire pareil. C'est ça. C'est un peu ça. C'est exactement ça. Quitte à avoir l'encoche, autant prendre un iPhone, non. Alors justement, on a une news juste après. Mais on va la faire tout de suite, comme elle est Allez, connexe. Hein, c'est parti. Ça va avec. Ouais. Pam, Samsung dépose l'encoche. Oui, messieurs, dames. Regardez-moi ça. Brevet de Samsung pour un téléphone avec encoche. Alors, la bonne nouvelle, c'est que vous savez que Samsung fournit les écrans à Apple, les écrans avec encoche, et les écrans OLED. Et Samsung, en fait, a déposé ce brevet 1 an avant la sortie de l'iPhone 10. C'est-à-dire qu'en gros, au moment où Apple leur passait la commande, ils se sont dit, tiens, on va déposer le brevet. Vite, faut déposer. Faut déposer ça. Vite. Bon, après, ils l'ont peut-être déposé pour pouvoir avoir l'exclusivité de la fabrication de cet écran et que Apple ne parte pas ailleurs. Ça ne veut pas dire qu'un téléphone Samsung sortira avec cette encoche. Oh, ce serait bien rigolo quand même. Mais ça serait drôle, parce que rappelez-vous, c'était eux qui se moquaient de l'encoche dans leur Super pub. campagne de pub. Et ouais, dans leur pub sur c'est le Galaxy S8 peut-être, je crois, ou S9, je sais plus. Je crois que c'était le S8. Ouf, Je sais plus. Ils avaient sorti cette magnifique pub où on voyait les gens avec une encoche pour se moquer de l'iPhone 10. Avec Bon, son les pubs encoche. sont rigolotes, hein, mais voilà. Donc, bref, c'est voilà, 1 an avant, Samsung qui dépose l'encoche, tout en se moquant de l'encoche. C'est quand même top, quoi. Sachant que Samsung gagne pas mal d'argent avec l'iPhone 10, puisqu'ils fournissent, ils fournissent l'écran qui est l'un des composants les plus chers de ce téléphone. Tu voulais ajouter un truc? Non, je me disais que effectivement, ça sent vraiment les décisions de plusieurs entités d'un même groupe qui ne se sont pas concertées. Ça fait un peu ça. Parce que là, le coup de la campagne de pub qui va bâcher complètement un brevet qu'ils ont déposé au préalable, c'est un peu dommage. C'est vrai. Tiens, Nico Mobi dit dans 3 ans, ils vont inventer l'écran avec un trou au milieu et tout le monde va trouver ça incroyable. C'est pas faux. On va retourner dans les assistants. Je vous parlais de Adobe qui s'offre SaySpring. Alors Adobe avait fait une démo de leur assistant dans Photoshop, assistant vocal. Je sais pas si vous vous souvenez où il disait recherche dans la bibliothèque des galaxies et ça affichait une bibliothèque des galaxies d'images libres et il faisait son montage et ce genre de trucs. Ils avaient fait une démo de ça qui marchait plutôt bien d'ailleurs. Et donc voilà, c'était trouve des images liées à mon dessin ou crée des mises en page pour iPhone 8. Et du coup, ça créait un canevas d'écran pour iPhone 8 et ce genre de trucs. C'était pas mal. Ça permettait d'avoir un assistant qui t'aidait au lieu d'aller faire quelques clics dans les menus, aller chercher les trucs. C'était cool. Et là, en fait, ils ont fait une vidéo de démo en reprenant... Enfin, une vidéo de démo. Ils ont repris la fameuse scène de Blade Runner où il y a la photo du... Je crois que c'est le magasin. Ouais, c'est le magasin. Une photo prise d'un comment ça s'appelle, d'un caméra de sécurité, ouais. Et où il dit zoom en B machin et le truc zoom et genre après c'est clarifie l'image et le truc fait l'image plus nette et ainsi de suite, et il arrive comme ça à voir un truc, à découvrir une preuve grâce à ça. Et en fait ils ont repris cette vidéo là en disant bientôt dans les produits Adobe machin, donc ça doit arriver bientôt d'ailleurs dans la Creative Suite de l'assistant, et là ils viennent carrément de se payer la société SaySpring pour aller un peu plus loin. Donc bon, pourquoi pas. Moi, je t'avoue que j'utilise beaucoup les produits Adobe, en particulier Photoshop. Ouais. Et je dois reconnaître que ça fait partie des trucs qui peuvent être un peu sympas à utiliser. Il y a énormément de raccourcis clavier parce qu'il y a énormément d'outils dans Photoshop. Si je peux juste lui dire pinceau et il me passe sur le pinceau, sur la brush. Ou si je dis, je sais pas moi, collage et il me colle un truc, enfin tu vois, plutôt que d'utiliser les raccourcis clavier, pourquoi pas, quoi. Ouais. Il y a moyen d'augmenter le son, ça n'est pas très fort. Ah, Crocro. Oui, il y aurait moyen d'augmenter le son. Il y aurait moyen d'augmenter le son. En parlant plus fort, par exemple? Non, en fait, je vais l'augmenter en partie 2 de l'émission, on y est bientôt. Donc je vais faire une petite pause et je vais augmenter un petit peu le son. D'ailleurs, c'est curieux que le son soit si faible. Effectivement, tu as raison.
Comme j'ai déplacé la table de mixage, il est probable que j'ai touché au bouton. Ah, c'est possible. C'est fort probable. C'est Donc possible. je regarderai ça tout à l'heure. Et du coup, Adobe va intégrer des choses plutôt sympas. Dans Ink, peut-être que Timo nous dira Ah ouais, ça peut être allez, cool. finis ma BD. Fini la BD, c'est ça. Finis ma BD, j'en ai marre. Termine la BD à ma place. Et le truc termine la BD à la place. C'est ça. Donc, non, clairement. Balèze. Ma TV aussi, Max, je vous entends pas des masses, dit Nelliger. Ah. Et là, est-ce que tu m'entends mieux? Non, pourtant, le micro est placé comme d'hab, mais bon. Ouais. Non, ça doit être vraiment sur la table de mixage, je pense. Ouais, je pense que c'est sur la table. Ça a dû bouger. On regardera à la pause et vous nous direz. On va parler de Microsoft maintenant, qui ne publie pas Redstone 4. Alors, elle devait déjà sortir, là, la Redstone 4. Donc, les Redstone, c'est les grosses mises à jour chez Windows. Elles portent des noms. Les grosses mises à jour de Windows, donc chez Microsoft, elles portent des noms, hein, Redstone 1, 2, 3, 4, qui après ont des noms, j'allais dire commerciaux, genre Creative Update, Fall Update et tout ça. Donc, celle-là, elle va s'appeler, je crois que c'est April 2018 Update, donc tout bête. Qu'est-ce qu'elle apporte, cette mise à jour? Elle est assez importante. Parce que chaque fois que les Redstone, c'est des mises à jour entre guillemets majeures. C'est un peu les service packs de l'époque. Ouais. Donc elle apporte quoi? Les fonctionnalités, les présentations de timeline dans Windows, le support du HDR, donc pour les gens qui ont des écrans HDR. Il y a ensuite le Fluent Design. Fluent Design, c'était ça. Il y avait, alors là, évidemment, vous pouvez pas le voir en mouvement, hein. Mais Motion, c'était l'animation des fenêtres. Quand vous déplacez la souris, il y avait des petites animations et tout ça. Il y avait Material, où en gros, les fenêtres on avait des sensations de matériel et de texture sur les fenêtres. Il y avait aussi Light, où il y avait les effets de transparence et de lumière. Il y a les effets de parallaxe aussi dans certains logiciels, les fonds de mail et ce genre de trucs. Le successeur d'Aero, quoi. Ouais, c'est une mise à jour qui mettent 2 heures à se faire tous les 3 mois. Oui, c'est un peu ça. Et ouais. Là, donc, je vous montre. Bon, c'est une capture comme ça vite fait, mais on s'en fout. Donc, la mise à jour devait débarquer et elle ne débarque pas. Pourquoi? Parce que des soucis d'écran bleu. Oh. C'est un peu moche. Ça arrive, ça. Donc, du coup, au dernier moment, ils ont dit non, on la sort pas. Donc, il en reste encore quelques semaines pour que le nom de April 2018 Update soit toujours validé. Mais voilà. Donc, on verra bien ce que ça va donner dans les semaines qui viennent. Je t'avoue que je l'attends. Moi, c'est surtout l'aspect design que j'attends. Merci à toi pour ton resub, Salsa Gaël. 3 mois d'affilée, c'est cool. N'hésitez pas à resub si vous êtes Twitch Prime et tout ça. Ouais, merci. Allez-y, ça nous aide énormément. Vous imaginez même pas à quel point. On va bientôt déménager en plus dans un mois. Donc, on va avoir besoin d'un petit peu d'argent pour le camion et tout ça. Enfin bref. Et là, les caisses étaient vides. Donc, on reprend de zéro. J'en peux plus de ces changements de graphisme qui sont soi-disant révolutionnaires alors que c'est juste 3 transparences et 2 couleurs, dit Nico Poppy. Ouais. Ah, tu sens le fan de Microsoft désillusionné quand même. Hein. Moi, j'aime bien. Désabusé. Venant du monde d'Apple, je t'avoue que voir que Microsoft fait attention à l'interface et essaie de la rendre un peu plus, j'allais dire raffinée, mais c'est un peu ça, mais ouais. Je sais pas, je trouve que c'est pas mal. Ça montre que le système se peaufine de mise à jour en mise à jour, c'est beaucoup moins brut qu'au début. Je t'avoue qu'il y a eu des gros changements débiles, genre les icônes, il y a eu des changements de normes d'icônes, de plein de trucs dans Windows 10, tu comprends pas pourquoi. Ouais. Mais pourquoi pas? Moi, je t'avoue, je l'attends. Honnêtement, ça fait partie des mises à jour que j'attends parce qu'on va avoir la sensation de... Tiens, Windows 2000, tu déconnes, Nico Poppy. On va avoir la sensation d'un petit coup de jeune au niveau de l'interface. Et ça, pourquoi pas? Enfin, moi, je suis assez mitigé sur ce genre de choses parce que j'ai souvenir d'une époque, puisque j'étais en plein dedans, où Microsoft a mis un grand coup d'arrêt par rapport au design en lançant Windows Phone en disant voilà l'interface métro, maintenant on va faire des trucs flat, machin, etc. Ça va être au quart de pixel près, nickel, des grands aplats de couleurs, des choses claires et surtout pas de transparence et surtout pas de ce dont Apple était fan à l'époque pour iOS, le skeuomorphisme, qui est le fait de reproduire une interface, de reproduire une texture ou quelque chose du réel dans le virtuel. Ouais, c'est-à-dire que la calculatrice ressemble à une vraie calculatrice, quoi. Oui, ou que la librairie, c'était donc le bookshelf,
C'était une vraie étagère avec des du bouquins bois dessus, et avec du du bois cuir, derrière, machin, etc. Cuir moustache, moi je l'appelais. Exactement. Isomorphisme. Exactement, c'est exactement ça. Et du coup, Ça, à les cette gros époque-là, Microsoft est arrivé en cassant tout ça, en disant ça, c'est pas bien, nous Fini. on fait clean. Google a emboîté le pas avec matériel, et finalement, Apple sur iOS est passé plutôt sur du flat, globalement. Ah oui, globalement, oui. Après, maintenant, il y a tous les effets de transparence et de flou qui n'y étaient pas. Oui. Et ça, c'est justement ce que reprend la Microsoft à son compte Ah bah, avec ça. ces nouveaux trucs. Ils se piochent l'un l'autre. Ouais, ils se piochent l'un l'autre, depuis mais après, l'éternité. c'est l'air du temps, donc bon. Voilà. Ils suivent la tendance de graphisme et pourquoi pas. Mais justement, on va parler d'Apple, puisque Apple News deviendrait peut-être payant. Alors, Apple News, on n'est pas trop concerné chez nous, à part le widget que l'on a. Mais et ça serait pas déconnant parce que ça fait écho à ce qu'avait dit Tim Cook il y a quelques temps, puisqu'il a dit que c'était en gros à Apple, Facebook et tout ça de lutter contre les fake news pendant l'élection de Trump en particulier. C'est le gros débat sur les fake news. Avec le Cambridge Analytica. Ouais, en plus. Et donc l'idée de derrière tout ça, c'est que Apple rémunérerait les fournisseurs de contenu. Par exemple, je sais pas, les Échos. Qu'est-ce qu'on a? New York Times, je crois que c'est New York Times avec qui ils sont associés. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je sais plus. Certainement Reuters, l'AFP. Ouais, Wall Street Journal, ce genre de trucs. Ouais. Tous ces trucs-là, en fait, fournissent des sources à Apple News. Et là, l'idée, c'est qu'il y aurait une espèce de. Il rendrait le service payant avec une espèce de curation. C'est-à-dire, l'idée, c'est qu'il y ait vraiment un vrai service édito derrière, un peu comme pour Apple Music quand ils vous recommandent de la musique. Donc voilà, il y a le truc serait payant, genre 9 € par mois pour avoir les news entre guillemets premium en illimité et garantie sans fake news. En fait, c'est ça l'idée. Ils veulent faire un peu la nique à Facebook et qui diffuse où les gens partagent des articles gratuitement, mais on ne sait jamais d'où vient le contenu, si c'est vraiment sérieux ou pas et tout ça quoi. Donc bon. Je sais pas. Comment ça s'appelle Apple News, c'est ça en fait, cette icône là que vous avez dans les widgets sur votre centre de notif normalement. Hop, j'essaie de le trouver. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Tu l'as dans ton centre de notif. Je l'utilise jamais. Non, je l'ai utilisé deux fois. Moi, je l'ai de temps en temps. J'ai mis quelques news, quelques trucs, mais hop, je sais pas. J'essaie de virer l'incruste. Voilà, on va pas trop le voir, mais bon, sur votre centre de notif, vous avez la possibilité de rajouter quelques news comme ça. Pourquoi payer du contenu qui sera diffusé dans un journal gratuit 5 minutes après? Eh bien, a priori, il n'y aurait pas que ça. Et en gros, je me dis, c'est peut-être le moyen qu'a trouvé Apple pour lutter contre les fake news en disant, nous, on va... Et c'est garanti sans pub en plus. C'est-à-dire que tu payes ton truc, t'as pas de pub, t'as que le contenu, une belle mise en page et tout ça, enfin voilà. Ouais, ça me paraît compliqué quand même, parce que du coup, ça induit un délai. Ouais. C'est-à-dire que la news sort, mais du coup, elle doit être validée, j'imagine, par une armée d'humains qui vont devoir lire de la news et vérifier un minimum les sources. Et du coup, un article sort, tu vas pas pouvoir le lire dans ton Apple News avant plusieurs heures potentiellement. Alors pas forcément, parce que ça se passe pas tout à fait comme ça. C'est que je pense qu'il va pas tellement y avoir de validation a posteriori en fait. C'est un peu. Ils vont le filtrer au fur et à mesure. Ouais, je pense qu'en fait, ce qui va se passer, c'est qu'aujourd'hui, en fait, il y a un truc qui s'appelle News Publisher, où vous pouvez vous inscrire. Bon, ça marchera pas en France, mais et où en gros, vous postez vos articles directement là, en disant, ben voilà, je veux poster cet article sur Google News, et c'est validé par Apple, mais quasiment immédiatement, et ensuite c'est mis en ligne sur la plateforme. Du coup, il n'y a pas vraiment de délai. Sur Apple News, pardon. J'ai dit Google News? Oui. Ok, Apple News. Et voilà, c'est les médias partenaires qui soumettent le contenu, exactement. Et là, en fait, ce qui va se passer, c'est que Apple va certainement dire, pour faire partie du programme payant et du coup toucher de la thune, vous devez remplir tel cahier des charges. Nos fake news, nos machins, nos trucs. Et s'il y a quelqu'un qui fait un report de la news en disant, j'ai un doute sur ça, Apple va examiner le truc et dire non, ok, et si tu remplis plus les conditions du programme, il te vire. Donc en fait, c'est de la curation, mais par les utilisateurs. Mais par les utilisateurs. Je pense que ça va se faire comme ça. Donc, ça serait plus logique. C'est à peu près comme ça que ça marche chez Apple. Donc, ça me rappelle furieusement une ancienne expérience professionnelle, puisque j'étais chez News Republic. Chez News Republic, exactement. Qui faisait exactement ça. C'est-à-dire qu'on avait des médias partenaires et on les rémunérait. C'est-à-dire que toute la pub, tout le business model publicitaire, on filait 50% aux médias.
Et quand je vois la masse d'infos qu'il peut y avoir et la masse de boulot qu'il y a et le nombre de mauvais commentaires qu'on a pris dans les différents stores, etc., à cause du contenu des news, je sais que c'est pas un métier facile. Non. L'agrégateur de contenu. Complètement. Ah non, c'est pas un métier vraiment facile. compliqué. Et là, en plus, surtout quand il est payant. Oui. Autant te dire que c'est pas gagné. Tiens, il va falloir virer Sukriti One, qui nous fait du lien sponsoring Amazon. Hop, bannir. Voilà. Bannir l'utilisateur. T'as vu? Bam, headshot. Waouh. Le mec snipe. T'as vu? Par contre, on peut utiliser notre lien Amazon. Ça, il n'y a pas de problème. Sur renegade.fr, vous avez ce qu'il faut. Donc, maintenant, on va passer à la news suivante. On va parler de Hyperloop. Hyperloop, projet d'Elon Musk, rappelez-vous. C'est ce fameux projet. Alors, ils avaient rendu le truc un peu open source. Il y a plein de sociétés qui sont créées autour d'Hyperloop. Ouais. Et l'idée, c'est de créer donc, ces fameux tunnels qui permettent de transporter des passagers à plus de 1000 km/h à l'intérieur. Il faut savoir qu'en fait, il y a un tronçon qui a été construit du côté de Toulouse. Voilà, fin de semaine dernière, 3 premiers tubes en acier qui vont servir à construire la piste d'essai de 300 mètres sont arrivés à Toulouse. Alors c'est à l'extérieur de Toulouse, mais à côté quoi. Ces tubes font 4 mètres de diamètre et 20 mètres de long. Voilà, ils sont fabriqués en Espagne, ils ont été transportés par camion jusqu'à Toulouse. Et toujours pour les expérimentations, on est loin du tunnel final. Donc Hyperloop TT, c'est Hyperloop Transportation Technology. En fait, ils vont terminer cette piste-là avant la fin de l'année pour commencer des tests. Ils vont créer ensuite donc, une deuxième piste d'essai qui sera longue d'1 kilomètre et qui sera posée à 6 mètres de hauteur comme le concept original le prévoit. Donc ça fait partie vraiment des prérequis. Il faut savoir qu'il y a une ligne Toulouse-Montpellier qui est prévue d'être ouverte par une autre société qui n'est pas Hyperloop TT, je ne sais plus comment elle s'appelle. Ils veulent créer un Hyperloop entre Toulouse et Montpellier. On commence à avoir des Hyperloops parallèles, c'est voir ça. Celui qui va le plus vite. C'est ça. Hyperloop, le concept, c'était ça, hein, je vous remontre. 2 tubes recouverts par des panneaux solaires, d'ailleurs, puisque le tout doit être 100% écolo et être alimenté. Et doit alimenter des bornes de superchargeurs Tesla en dessous. C'est ça qui est dans le concept. Merci Elon Musk. Là, d'ailleurs, on voit qu'il y en a un qui est à l'envers. Non, je déconne. C'est surtout l'arrière de l'un et l'avant de l'autre. Ouais. Bon, voilà. Sachant que Hyperloop TT, on est bien d'accord, c'est pas une compagnie de... Elon Musk, non. Elon Musk, sa compagnie qui fait de l'Hyperloop, c'est The Boring Company. Non. Si. Ah oui, si. C'est ceux qui ont fait le lance-flamme. C'est ceux qui ont fait le lance-flamme. Ça peut être difficilement plus lent de toute façon. Ah. Comment ça ? Plus lent que quoi ? Plus lent que quoi ? On dirait des tubes de canalisation géants qu'ils ont livrés, c'est vrai. Dunkerque, Lille, bien mieux. Mais ils ont quoi avec Toulouse ? Oui, bien sûr. Il y a toute l'industrie aérospatiale française, quand même. Enfin, aéronautique française, surtout. C'est ça. À Toulouse. Donc je pense qu'il doit y avoir des sous-traitants faciles à intéresser au projet. Complètement. Mais bon, voilà. C'est pas mal. Salut NeoGeek. C'est pas mal. Ça se concrétise. C'est un truc que j'aimerais bien aller voir, tu vois. Je sais pas si le centre d'essai est visible, mais j'aimerais bien aller voir ça pourrait être intéressant, ça ressemble et tout ça. Et on vous montrerait les photos dans What the Fox, tiens. Bah ouais, complètement. Un vendredi soir, ça peut être fun. Donc voilà, on a fait le tour de la première partie de l'émission. Donc je vais vous balancer une petite pub de 5 minutes avec la petite pause. On va servir à boire, j'ai oublié de me servir un truc à boire et j'ai très soif. Ouais, pareil. Et ensuite on va attaquer en partie 2, on va parler de l'IoT et du hacking avec quelques exemples bien sentis. Et donc voilà, on se retrouve juste après. Je vais essayer de régler le problème de son puisque le son est un peu faible d'après ce que vous me dites. Donc voilà, à tout de suite. À toutes. Cette fois-ci, j'oublie pas le micro. Vous devez nous entendre peut-être un peu plus fort. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas laissé. On n'a pas le monitoring. Attends, bouge pas. Ah bah oui. Mettre en place. Parce que du coup, on le voit plus. On le voit plus. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Ah, ça va dans le jaune cette fois-ci. Ah, cette fois, je pense que c'est mieux. Je pense que c'est mieux. Je pense que c'est mieux pour les gens. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ah, je crois qu'ils avaient loupé la fin de la... Mais non.
Oh oui, le son est meilleur. Très bien. Cool. Non, mais effectivement, en déplaçant la table de mixage, il y a un truc qui avait bougé. Ouais. Bon. Je sais pas, on va voir. Ah, je sais pas, ça va pas trop dans le jaune, hein. Si, Non. un peu. Ça va un peu dans le jaune quand on met les watts. On pourra le remonter de toute façon au pire si besoin. Ouais. J'ai trouvé où c'était. Yeah. Donc on peut le faire. Salut Romain Mendel. Salut. Du coup, on a dit partie 2 de l'émission. Yes. On va parler d'IoT. Alors, tu vas te servir du logiciel. Allez, soyons fous. T'appuies sur voilà. Magnifique. Parfait. Ouais, alors pourquoi est-ce qu'on parle d'IoT? Et pourquoi est-ce qu'on parle de hacking? Parce que là, dans les news, en ce moment, ça s'excite en disant « Ah, mon Dieu, il y a eu un casino qui a été hacké par son aquarium. » Alors, d'où ça vient? Ça vient de cette dame-là. Cette dame-là qui s'appelle Nicole Egan, qui est la CEO de Darktrace. Darktrace, c'est un truc de sécurité web. Dark. qui a Elle l'air, habille en noir car elle est très dark. Ouais. Ça a l'air d'être de la sécurité de Fada, hein, parce qu'il parle d'avoir récupéré des gens de la NSA, du FBI, etc. En tant que... J'allais dire en tant que cybercriminel. Non, en tant que consultant en cybercriminalité. Voilà. Plutôt. Et donc cette dame-là, devant un parterre de CEO, de co-CEO du coup, de compagnons CEO... Mais non, c'est Pierre Gattaz, c'est pas De Niro à droite, Nico Popili. C'est un mélange de Pierre Gattaz. Croisons-les, Pierre Gattaz et De Niro. C'est ça. Et Dustin Hoffman un peu. Et du coup, cette dame a donné une conférence à un événement qui s'appelle Wall Street Journal CEO Council Conference à Londres. Et elle a notamment relaté un souvenir à elle, qui était un souvenir d'un cas, d'une mission que Darktrace a eue, qui était effectivement un casino qui s'était fait dérober, a priori, pas de la thune, mais des données, beaucoup de données a priori, par des pirates, des villes pirates, qui ont pris le contrôle d'une partie du réseau en passant par le capteur de température de l'aquarium du lobby du casino, qui était connecté à Internet. Et du coup, petite faille de sécurité indé. Ils ont un petit peu crawlé le réseau, jusqu'à tomber, visiblement, sur la base de données de ce qu'ils appellent les high rollers. Les high rollers aux US, en fait, sont les joueurs baleines. Les joueurs baleines, ce sont les joueurs qui dépensent le plus de thunes dans un casino. C'est les gens qu'on aime, vers qui on aime aller en disant on vous offre des choses, comme ça vous dépensez encore un petit peu plus chez nous. Donnez-nous un peu d'argent encore et c'est bon. Exactement. Alors, elle a relaté cette histoire-là en pleine salle. Ça a fait son effet, je pense. Et il y a pas mal de médias qui en ont parlé. Et qui n'en ont pas forcément parlé comme de quelque chose de nouveau, mais ça donnait l'impression du nouveau. J'ai trouvé des traces sur un article du Washington Post en juillet 2017 d'une histoire similaire, relatée par une compagnie qui s'appelle Darktrace. Dis donc, ça me rappelle quelque chose. Attends, regardez, un indice s'affiche sur cette image. Mais quel est-ce? Lequel est-ce? Ah ouais. Et du coup, cet article-là relatait sensiblement la même histoire. Mais il allait juste un poil plus loin par rapport aux données, aux infos qui étaient lâchées, en disant juste que le rapport issu de la mission de chez Darktrace faisait état de 10 gigaoctets de données. C'est pas mal, 10 gigas. Hein. Qui avaient été soutirés effectivement par... Alors, en gros, non pas par le thermostat... Oui, c'est ça. Ils ont... Regardez Mr. Robot. C'est ça, exactement. Alors, si j'ai bien compris ce que disait l'article de juillet 2017, en fait, c'était plutôt l'aquarium et tous ces capteurs étaient reliés à un PC qui était lui-même connecté à Internet. Donc, je pense qu'ils sont grosso modo passés par l'aquarium, mais je pense que c'est plus le PC dont ils ont pris le contrôle. Et ils ont effectivement récupéré 10 gigas de données qui sont partis en Finlande. Alors, partis en Finlande, oui.
pour un premier bond. Après, je pense qu'on Ouais. perd la trace en Finlande. Et je pense qu'on arrive en Russie. Non, je déconne, hein. C'est pas toujours la faute des Russes. Non. Oh, d'ailleurs, t'as vu avec Telegram en ce moment? Non. Ah, J'ai c'est vu. pas mal, on en parlera après. Qu'est-ce que ça veut dire IoT, dit Escarox? C'est... L'Internet des objets. Voilà. Internet of Things. Exactement. Et c'est tous les devices connectés. Ouais, tous les qu'on trucs peut- dont je vous parle C'est demain ça. midi. C'est ce dont on a parlé. Le jeudi midi, Things Dans sur, Things. sur cette chaîne-là. Il manque juste le Internet off, mais oui, c'est Ouais, c'est ouais. ça. Exactement. Alors du coup, cet article-là et cette histoire-là, je trouve que ça fait écho à pas mal de choses qu'on a pu voir, pas mal d'histoires qu'on a pu voir autour de l'IoT en général et de tous les problèmes de sécurité que ça peut poser quand c'est mal sécurisé. Mhm. Et on se retrouve... Enfin, moi, en tout cas, en cherchant dans ma mémoire, dans un premier temps, puis sur Internet après, je me suis aperçu qu'il y avait eu un problème comme ça qui avait déjà été relevé avec des jouets connectés. Et alors ça, je trouve ça particulièrement horrible. Des jouets connectés. Alors les jouets connectés, les voici. Les premiers... Ils sont mignons. C'est une expérience réalisée par Which, qui est un peu l'équivalent au Royaume-Uni de 60 millions de consommateurs, qui a testé la sécurité de 7 jouets connectés, je crois. Et sur les 7, il y en avait 4 qui avaient de graves failles. Les graves failles, c'est notamment Furby Connect. le Furby Connect. Alors, le Furby Connect, qu'est-ce qu'il avait, le Furby Connect? Bon, le Furby Connect, il a plein de fonctionnalités qu'on peut utiliser à travers... Je crois qu'il y a une espèce de dock avec, une espèce de tablette, il doit y avoir des applications, je pense. Et en fait, le Furby Connect, son problème, c'est que son Bluetooth est complètement ouvert. C'est-à-dire qu'à partir du moment Tu te connectes dessus, c'est bon. où tu es à Mais portée il porte bien son du nom. Bluetooth, Furby Connect. c'est ça. Donc, si tu as quelqu'un de mal intentionné qui passe, enfin, ou n'importe qui d'ailleurs, qui passe dans la rue Il peut et qui s'y connecter. capte le Bluetooth du Furby, il peut en prendre le contrôle. Bon, après, dans ce cas-là, si j'ai bien compris, les fonctionnalités n'étaient pas bien méchantes. Tu peux surtout changer la tronche du machin. Donc bon, c'est pas très très grave. Par contre, ce qui est un petit peu plus compliqué, c'est le iQue, je crois que ça doit se dire comme ça, le iQue Intelligent Robot. Ah, qu'est-ce qu'il est intelligent. Il a l'air intelligent, comme ça. Exactement. Alors, il Il ressemble arrive aux avec... vieilles webcam Logitech. Ouais, c'est ça. C'est exactement. Ça doit être un recyclage d'ailleurs de vieilles webcam Logitech avec un truc imprimé en 3D Ah, autour. c'est ça. Et du coup, il arrive avec une appli compagnon qui permettait notamment de faire dire quelque chose au robot. C'est-à-dire que tu tapes et ensuite en text-to-speech, le robot synthétise le Bien. texte et dit ce que tu as tapé. Bien sûr, le Bluetooth complètement ouvert. Parfait. Donc n'importe qui ayant son téléphone à portée Ah, de bien sûr, tu Bluetooth peux lui du faire dire truc, toutes les saloperies que tu veux. tu peux Pour tes dire gamins. ce que tu veux aux gamins. C'est top. Alors pour tes gamins ou pour les gamins des autres si tu passes à côté et qu'il est pas pris à ce moment-là. Quoi. Ouais. Je trouve ça particulièrement horrible. Le troisième jouet qui avait ce genre de faille, c'était le Cloud Pets Toys. Alors ça, c'est Et là, c'est le grade au-dessus à chaque fois. c'est des peluches, ouais, je crois. Bah si, parce que le premier, c'était juste tu t'y connectes. Ouais, Tu fais 2 conneries, voilà. L'autre, il fait la synthèse vocale. exactement. Text-to-speech. Et celui-ci, c'est encore mieux. Alors celui-là, en fait, tu peux même envoyer un message Vocal. qui va être... Alors non, celui-là, je crois que si j'ai bien compris, c'est encore du text-to-speech, mais par contre, tu avais une fonctionnalité pour envoyer à distance, et alors complètement ouvert. Complètement ouvert, et à partir du moment où pareil, c'est toujours via le Bluetooth, à partir du moment où tu chopes le Bluetooth du truc, tu peux lui faire dire absolument tout ce que tu veux aux gamins qui propre, sont dans la ça. pièce. C'est juste génial. C'est propre. Tous Et- ces jouets ont un profil de jouet pouvant tourner au rouge et devenir démoniaque et tueur dans un film. C'est ça. C'est un peu ça, ouais. C'est un petit peu ça. Sarah Connor qui dit Minotaur. Ouais. Exactement. Et alors le quatrième, là par contre, C'est le top. c'est le top du top. Et en plus, je trouve l'image tellement parlante. Là, pour le coup, effectivement, avec ton téléphone, tu peux parler à l'enfant et l'enfant peut te répondre et tu as sa réponse. Oh, c'est propre. Donc c'est un Skype avec les enfants du voisin. C'est magnifique.
C'est magnifique. Tellement top. Donc, en tant que parent de 3 gamins, une chose est sûre, c'est que ces 4 machins, je les ai bien listés. Et Jamais rentre chez moi. je vais bien faire attention à ce qui n'arrive jamais, effectivement. Parce qu'il suffit que quelqu'un passe dans la rue. Parce que le Bluetooth, quand même, ça dépend de la norme du Bluetooth, mais ça va quand même jusqu'à 50 mètres. Ouais, c'est ça. 50 mètres, ça. Non, mais quand t'es dans un immeuble comme ici, avec appartement machin, t'as pas besoin d'être à 50 mètres. Tu vois. Il y a des Exactement. gamins au-dessus. Bah oui, S'ils ont un de ces jouets, c'est bon. complètement. Mais même depuis la rue, à mon avis, si tu sniffes avec ton device, ton téléphone, tu vérifies juste que tu es à côté d'un truc comme ça. Il y Tu a peux en Camille prendre le Sousa qui contrôle. dit, mais il y a aussi eu des failles dans les sextoys connectés. C'est vrai. En fait, il y avait une compagnie qui récupérait les données du sextoy et il y avait genre la fréquence d'utilisation, la température et la durée d'utilisation. Et ces données, en fait, circulent. Alors, elles étaient anonymisées normalement. Mais enfin, il faut créer un compte apparemment pour utiliser le truc. Donc bon. Ouais, Et l'idée, c'est que ces données, en fait, transitaient, je crois, en clair. Donc, Sur du le coup, réseau. Ouais, du coup, c'était Sympa. assez facile de les intercepter. Voilà. en HTTP, bien sympa, Ouais. comme il faut. Ensuite, on va parler. Ensuite, De voiture. on monte encore d'un cran. Alors là, pour le coup, je trouve ça On en avait particulièrement parlé dans horrible. Blitz. Vous en avez parlé? Ouais, il y a Alors, longtemps. j'étais pas arrivé. Non, mais tu as raison. encore. Mais c'est toujours bien de le rappeler à nouveau. Alors pour le coup, ça c'est une expérience qui a été menée par un journaliste de Wired avec 2 hackers en juillet 2015. Ces 2 hackers-là. Celui de gauche s'appelle Charlie Miller. Il bossait à l'époque chez Twitter et il sortait de notamment 5 ans à la NSA. Donc un hacker de chez Hacker, je pense. Et celui de droite s'appelle Chris Valasek, qui était chercheur en sécurité de véhicules dans une boîte que je ne connaissais pas, qui s'appelle IO Active à l'époque. Alors pour la petite histoire, depuis juillet 2015, donc au moment des faits, ils sont passés par Uber. Bien. Donc Uber pour bosser sur la sécurité des véhicules autonomes de Uber, si j'ai bien compris. Ok. Et maintenant, ils sont tous les deux chez Cruise. Donc ils se suivent. Hein. Les mecs se suivent depuis ce truc-là, ils se Ils suivent. travaillent ensemble. C'est ça. Ils sont chez Cruise. Chez Cruise, c'est la division véhicule autonome de General Motors. Donc pas rien non plus. C'est du beau linge. Minotaur qui dit un sextoy, tu peux rentrer par une backdoor. C'est courant. Putain. Mais oui. Mais si, c'est Minotaur dans toute sa splendeur. Dans toute sa Attends, splendeur. tout à l'heure, j'ai dit que j'allais vous parler d'un truc. Et je sais plus ce que c'est. Tu voulais parler de... J'ai oublié. Merde. Ouais. J'ai noté le sujet et j'ai oublié. Ben, la chatroom va te dire de quoi tu voulais parler. Ok, de quoi je voulais Je parler? pense. C'est un concours. Le premier gagne un merci de la part de Cédric. Non, juste en attendant, effectivement, l'histoire donc, que ce journaliste de Wired a vécu, c'est de prendre un Jeep Cherokee. Et ce Jeep Cherokee a été hacké par ces 2 personnages qu'on a vus au préalable, donc ces deux-là, qui ont pris le contrôle à distance de la voiture. Donc le Jeep Cherokee. Ils n'ont pas bien sûr pris un contrôle total de la voiture, mais ça a suffi à donner des sueurs froides aux journalistes, parce que le journaliste qui était à 110 km/h sur une voie rapide, au moment où ils ont commencé à s'amuser, donc les 2 hackers étaient chez l'un d'entre eux, tranquillou dans le salon. Ça, le Sagaël a trouvé. Telegram. Ah, oui, exact. Ah, mais Alan Co aussi, pardon, j'avais pas vu. Ils étaient tous les 2 installés tranquillement dans leur salon, à 20 km de la route sur laquelle le Jeep Cherokee était. Donc ils sont passés par la connexion 3G, comme il faut. Et ils ont pris le contrôle d'une partie de la voiture. Ils ont pu mettre la clim à fond, ventilation à fond dans la tronche et tout. Même Les essuie-glaces. Oui, mais la clim en fait, ce modèle-là avait aussi une clim intégrée dans le siège. C'est-à-dire que le siège est chauffant et rafraîchissant. Ouais. Donc en fait, le mec, ils lui ont mis le froid au max partout. Donc le truc sympa pour conduire, hein, quand t'es à 110. Tout va bien. Derrière, au bout de quelques secondes, ils ont mis la radio à fond sur une bonne station de hip-hop qui frappe, donc avec le volume à fond. Donc sur certains... Donc t'es obligé d'ouvrir la fenêtre parce qu'il fait trop froid. Ouais. Et t'as le hip-hop à fond. Et sur certains sound systems, je pense que ça doit bien faire mal au crâne, l'autoradio à fond, à mon avis. Et oui, effectivement, les essuie-glaces, le lave-glace. Donc à 110, le lave-glace qui se déclenche, c'est forcément pas top au niveau de la sécurité. On est d'accord.
Et par contre, ils sont allés beaucoup plus loin puisqu'ils ont coupé la transmission complètement. Voilà. Donc le gars a appuyé sur l'accélérateur, il se passait plus rien. Et la voiture a décéléré sur une voie rapide, sur la voie de droite. Donc j'imagine que le mec s'est mis... Non, je crois qu'en plus dans l'article, il dit qu'il n'y avait pas de bande d'arrêt d'urgence. Enfin, il n'y avait pas de quoi se mettre en dehors d'une voie au moment où ils l'ont fait. Et du coup, la bagnole s'est arrêtée sur la voie rapide, avec un 36 tonnes qui arrivait derrière. Normal. Sans pression. Et ils avaient fait au préalable un petit test en lui montrant une autre fonctionnalité de leur super système de hacking sur un parking où ils lui ont juste coupé les freins quand il était à 30 km/h. Et la bagnole, comme de bien entendu, est allée se mettre sur le bas-côté. C'est ça. C'est propre ou pas? Donc pour la petite histoire, c'était le système qui avait une faille s'appelait Uconnect. Le Uconnect, c'est un système de ce qu'ils appellent entertainment. Donc c'est un d'infotainment. En fait, d'entertainment, tout le système de tous les comment ça s'appelle, les tout le tableau de Google bord. Car, machin et tout ça, mais tout est connecté. Ouais. Moi, je me rappelle dans mon Opel Insignia à l'époque, quand par exemple j'avais plus d'essence, ça m'avertissait sur mon autoradio, enfin sur le GPS en gros, enfin sur le système d'entertainment pardon de la voiture, en disant plus d'essence, alors que il avait récupéré l'info du coup de là, et il me proposait d'appuyer sur un bouton pour que le GPS me trouve la station la plus proche, tu vois. Ouais, c'est pas mal ça. Voilà. Ouais. C'est pas mal. Mais effectivement, tout ça, en fait, techniquement, ça passe par un CAN. Un CAN, c'est un bus de communication à l'échelle de la voiture. Donc CAN, c'est pour Controller Area Network, je crois. AREA. Et du coup, ce Uconnect est complètement connecté sur le CAN. Ils sont rentrés à travers une faille qui était dans ce Uconnect qui dispose d'une connexion 3G, enfin d'une connexion... d'une connexion 3G. Donc, par contre, ça nécessite bien sûr d'avoir l'IP de la bagnole. Donc, c'est pas forcément hyper facile à faire non plus. Mais une fois qu'on a l'IP de la bagnole, en fait, ces mecs-là sont arrivés à rentrer sur ce système-là, donc à flasher le firmware en direct, sans que le gars se doute de rien du tout. Flasher le firmware d'une puce du système d'infotainment. Et ensuite à lui faire émettre des commandes sur le bus CAN. Et comme les commandes n'étaient pas signées, pas protégées, du coup, n'importe quelle commande était perçue comme une vraie commande du système. C'est ça. Et du coup, interprétée en tant que telle et exécutée aussitôt. Et du coup, ce qui est propre ou pas? Particulièrement dangereux. Non. Légèrement, surtout l'histoire de la transmission, ça fout un peu quand même les boules. Et alors, excuse-moi, mais ce qui tue, pour moi, c'est la façon dont Chrysler a géré le problème. Parce que Chrysler a géré le problème. Ils ont bossé sur l'exploit pendant très longtemps. Et ils ont bossé avec Chrysler sur l'exploit 9 mois avant de le divulguer. Ils l'ont divulgué dans un Black Hat. Chrysler, pour traiter le problème, a développé un firmware à flasher via une clé USB. C'est propre. Nickel. Tu vois bien le redneck au fin fond du Texas. Alors que la voiture est hackable à distance, ils sont pas foutus de pouvoir faire une mise à jour à distance. Ah bah non, en fait. S'il faut les IP. Oui, c'est ça, oui. Bref. Non, c'est horrible. Donc, bien sûr, ils ont proposé de réaliser l'opération en concession, mais quand tu vois le nombre de gens qui vont faire les rappels de bagnole, les visites où tu reçois une lettre, etc., autant te dire que des Uconnect bourrés de failles, il y en a partout. Il y en a un paquet, exactement. Partout. Il y en a un paquet. Allez, dernier sujet, et on aura terminé avec l'émission. Je vais vous parler vite fait de Telegram et du FSB. Le FSB, en gros, c'est la police d'Internet en Russie. Je ne sais pas si tu avais suivi ça. En fait, l'histoire, c'est que le gouvernement russe demande les clés de décryptage à Telegram pour pouvoir lire tous les messages des gens. C'est propre ou pas? C'est étonnant. Non, franchement, c'est étonnant. Bon, sachant que Telegram est développé par un Russe, mais qui lui a décidé de rentrer en résistance. De toute façon, à partir du moment où ils ont lancé Telegram et que le gouvernement russe a commencé à s'intéresser à ça, ils sont partis. C'est-à-dire que l'équipe de dev, même de Telegram en entier, change de pays de temps en temps. FSB, ancien KGB, police intérieure russe. Oui, c'est ça. C'est une grosse police de censure là-bas, donc bref.
Et du coup, le gouvernement russe a dit ok, eh ben nous, on va faire. Le FSB a dit ben nous, nos problèmes, on va bien vous niquer Telegram, on va bloquer l'adresse IP du service. Jusque-là, ça va. Ouais. Sauf que dans une mise à jour pour anticiper ça, quelques semaines avant, Telegram avait lancé un truc qui en gros, change d'IP sur tous les clients et l'IP du serveur sur tous les clients en permanence. Ils passent par Amazon Cloud. Et du coup, voilà, ils ont un paquet d'IP et tout ça. Et du coup, le gouvernement russe a dit, c'est pas grave. Nous, on va censurer toutes les IP que vous utilisez. Donc, ils l'ont fait. Et ils ont essayé de faire ça aussi par anticipation. Donc, en gros, ce que dit le gouvernement russe, c'est que le service est impacté à hauteur de 30% des utilisateurs qui peuvent plus s'y connecter. Ce que dit Telegram, c'est que, en fait, pas du tout. Donc, bon, la vérité est sans doute ailleurs. 30% selon la police, 0% selon les manifestants. C'est ça. Et non, a priori, le service fonctionne. Par contre, il y a eu des dommages collatéraux. Oui. Parce que faire ce qu'on appelle, je sais plus comment ça s'appelle, du bombing, network bombing ou je sais plus quoi. Bref. Ah bah tu tues dans les tables de routage. Hein. Ouais, faire ça, ça a des conséquences. Donc, des banques nationales, des distributeurs de billets, des trucs comme ça, se sont retrouvés coupés d'Internet et non fonctionnels. Des entreprises entières, et je crois même qu'il y a une radio ou une télévision russe qui s'est retrouvée sans possibilité d'émettre parce que ça passe par Internet à cause de ça. Donc c'est assez moche. Merci Monsieur H pour les 100 bits. Ouais, c'est... Voilà, c'est encore une fois des gens qui comprennent pas comment fonctionne le système. Bref. Surtout le truc, c'est qu'on voit bien que le gouvernement russe est quand même prêt à tout pour obtenir ces clés de décryptage. Ils ont dit d'ailleurs que la prochaine étape, ça serait sans doute Facebook, puisque Facebook, en fait, il demande à Facebook de rapatrier les données des utilisateurs russes en Russie. Oui. Pour des raisons simples, c'est que là-bas, la loi leur permet d'aller fouiller à l'intérieur des données. Croyez pas qu'en fait, ils les ramènent par pur patriotisme ou parce qu'ils se disent nos compatriotes sont espionnés par des Américains. Alors qu'ils ont l'habitude d'être espionnés par des Russes. Exactement. Sauf que là, ça faciliterait le truc. Le FSB est trop idiot de se moquer, de bloquer comme des porcs. Ah non, mais ça, c'est clair. Ouais. Pavel Durov, c'est ça, le fondateur de Telegram. D'ailleurs, il y a beaucoup de Russes qui disent que il est un des personnages les plus importants dans cette espèce de révolution russe. Il fait partie des Russes révolutionnaires, en tout cas, les plus importants. Il mériterait d'être récompensé pour ça. Puisqu'en fait, il a décidé donc de lutter contre ça. Même Snowden a dit qu'au début, il avait dit ouais, les services comme Telegram, il faut s'en méfier, tout ça, machin. Et quand il a vu qu'il faisait acte de résistance face au gouvernement russe, il a souligné le truc, il a dit que c'était bien et qu'il était étonné même et que c'était tant mieux, quoi. Ouais. Donc, sachant que Telegram, Pavel Durov vivait à New York à une époque. Oui, mais il change tout le temps de pays. Voilà. Ils avaient eu des déboires avec le fait que aussi les djihadistes, je crois, utilisent Telegram. Enfin les réseaux les réseaux criminels et les réseaux terroristes utilisent Telegram. Oui, utilisent Telegram, tout à fait. Puisque c'est incassable, du coup. C'est ça. Et inécoutable. Comme dit Moriarty, c'est du peer-to-peer et du end-to-end pour le chiffrage. Bon courage aux amis russes. Voilà, oui, Daesh utilise Telegram, exactement. Et oui. Voilà. Après, ils ont voulu faire comme... je pense qu'ils ont voulu faire comme les US qui avaient essayé de faire plier Apple pour casser un iPhone. Oui. Pour casser le chiffrement d'un iPhone. Bah, d'ailleurs, pour un terroriste, c'était ceux qui avaient fait la tuerie de masse, je sais plus où, là, le couple qui avait tué des gens. Et le FBI avait demandé à Apple de casser le cryptage de l'iPhone pour pouvoir accéder aux données. Et je crois qu'Apple avait résisté. Il y avait eu un gros tollé. Il y a eu un gros débat. C'est la société israélienne, Brightcell, je crois, ou oui, ça, qui avait cassé le chiffrage. Oui, enfin, ils l'ont fait. Apple ne l'a pas fait, mais par contre, il y a un tiers qui l'a fait, quoi, qui a réalisé le truc. Tuerie de San Bernardino, ouais, c'est ça. Ouais, exactement. Et voilà, et donc du coup, voir Telegram résister au FSB, c'est assez étonnant. C'est clair. Voir les méthodes du FSB, ça c'est beaucoup moins, mais non, mais c'est complètement con, en fait. Bah, c'est le coup de vouloir blacklister des IP au fur et à mesure, ça fait un peu le gars qui a son bateau qui prend l'eau et puis tu jettes de l'eau comme ça, à la cuillère, quoi. À la cuillère. Ah, je vais m'en sortir. Non, mais sincèrement, voilà. C'est lamentable. Bon. Ça fait un peu un stress en effect, d'ailleurs, je trouve. Ouais, c'est exactement ça. C'est que t'as, en voulant essayer de faire interdire quelque chose, en fait, tu le rends beaucoup plus fort. Voilà, et puis eux passent pour des cons aussi. Aussi. Donc,
Enfin bref, allez, vous nous retrouvez, toi sur Twitter, sur @pcgalen. Yes. Cette fois, je me suis pas trompé. Non, c'est bon. J'ai bien anticipé. Nickel. Et moi, vous me trouvez sur @cédricbonnet sur Twitter. N'hésitez pas à nous suivre. Vous aurez le replay tout de suite après. Si vous nous suivez en direct et que vous êtes arrivé en cours, vous allez retrouver ça sur Twitch immédiatement. Et sur YouTube la semaine prochaine, puisque d'ici là, j'aurai peut-être pas le temps de le publier. Donc n'hésitez pas, hein, sur Twitch, vous retrouvez tout ça. Pour plus d'infos, studiorenegade.fr. Vous allez retrouver pas mal de choses de là-bas, y compris l'agenda et tout ça. Et puis pour nous soutenir, plusieurs moyens. Soit vous êtes sub à la chaîne. Voilà, si vous êtes Twitch Prime comme Alex Weboff. Et que vous devenez sub à la chaîne, vous avez accès au Slack. Vous pouvez venir discuter avec nous justement de ce sujet-là ou d'autres. Parce qu'il y a plein de channels par émission. Donc on peut parler de tout ça. Continuer la discussion après les émissions. Et sinon, vous pouvez nous soutenir donc en allant sur tipeee.com/Studio Renegade. C'est Studio Renegade ou STD Renegade? Le Tipeee. Je crois que c'est STD Renegade. C'est STD. Hop, bougez pas. Je pense que Nico va balancer le lien dans la chatroom. Non, mais Nico, je crois qu'il est pas là. Ah, Nico, il est pas là. Non, non. Attends, c'est quoi? C'est Bang. Né... Bang Tipeee? Non? Hop. C'est pas Bang Tipeee. Non, c'est pas Bang Tipeee. Pan. Voilà, STD Renegade. Je crois que c'est STD Renegade. Et à chaque fois que je mets Studio Renegade, je me plante. Bref, vous nous retrouvez aussi là-bas sur Tipeee si vous voulez nous soutenir. Il y a différents paliers, dont un qui vous permet d'avoir votre nom dans la boucle, entre autres. Merci Nelligar, j'ai oublié un E. Ah, t'as oublié. C'est bien STD Renegade. Ouais, voilà, tu vois, j'ai eu un doute. Yes. J'ai bien fait de douter. Exactement. Donc voilà, vous pouvez nous soutenir là-bas pour le prix d'un café par mois. Ça nous aide pas mal, ça nous aide à payer le loyer. On déménage d'ailleurs dans un mois. Carrément. Dans un nouveau studio, on va refaire la déco et tout ça, donc on a besoin d'un peu de fonds, voilà, puisque là il faut dire aussi qu'on a le changement entre Patreon et Tipeee a créé un gros trou dans la trésorerie d'un mois, donc la preuve j'ai dû payer une partie du loyer du studio actuel parce qu'on n'avait pas assez d'argent, donc les caisses étaient vides, mais grâce à vous, ça se remplit et on vous remercie. Yes, merci donc, beaucoup. Déjà à la fin de ce mois-ci, ça ira beaucoup mieux. Et on pourra comme ça s'en sortir. Mais où est le CM? Ils ont fait un clip. Bravo. Ouais, sub. Et bientôt Tipeee. Ok, Alex Weboff. Ben, merci. Merci à toi. Théorie du complot, tu fais croire que Telegram résiste alors qu'ils ont donné les clés. Genius. Et voilà. Avoir trop de fonds, vous allez finir par le toucher. Ouais, ben j'espère pas. Hein? Enfin. C'est le but de pas le toucher. Et le but, c'est pas de toucher le fond, justement. Mais pourtant, là, on l'a touché, le fond. Donc voilà, alors n'hésitez pas à aller sur renegade.fr/agenda pour retrouver le programme. La suite, c'est que demain, moi, je vous retrouve dès midi pour Things. Pour Things. Alors, le créneau est de 2 heures. Je vais voir si je peux tenir 2 heures. C'est pas sûr parce que j'ai pas mal de boulot et j'ai un voyage. Je prends l'avion à 18h, donc j'ai pas mal de choses à faire. On verra. Peut-être que ça sera un petit peu plus court que d'habitude. Il y a Diapason qui normalement sera avec moi, qui va nous faire un petit tour de sa maison et de son installation domotique. Il a une grosse installation domotique chez lui. Il sera sur Skype et on discutera ensemble. Et puis voilà, j'ai pas mal de news quand même sur l'IoT, donc l'émission devrait faire une bonne heure, voire peut-être même 2, on verra bien. Ça dépendra du temps que j'aurai, mais en tout cas je serai là. Voilà. Sinon, quand avec du social sleeping, ouais, je pourrais, mais ça n'a pas grand intérêt le social sleeping. Sur ce, donc, merci à vous. Et moi, je vous dis rendez-vous donc demain. Et toi, la semaine prochaine, mardi. Yes. Avec Hello World. Voilà. Merci. Ciao, ciao. Bye.